La mer Méditerranée a toujours été un enjeu stratégique important entre les différentes puissances. Il en fut ainsi entre Rome et Carthage dans l'Antiquité. Entre ces deux empires, il y avait une lutte acharnée pour la suprématie en Méditerranée. 3 guerres les opposèrent sur près de 100 ans. Ce furent les guerres puniques. La première guerre punique avait été donc à l'avantage de Rome, et elle avait duré 23 ans, et elle avait eu pour conséquence d'occuper pour Rome la partie sicilienne ainsi que la Corse et la Sardaigne, repoussant ainsi Carthage, ou éloignant Carthage de la péninsule italique. La deuxième guerre punique fut déclenchée en 218 avant Jésus-Christ. Elle fut surtout voulue par Hannibal pour laver l'affront infligé à Carthage, suite à sa défaite face à Rome lors de la première guerre punique. Le rêve d'Hannibal fut de mettre fin à la suprématie de Rome, qui représentait une menace sur sa ville natale, Carthage. La deuxième guerre punique va évidemment avoir pour théâtre la péninsule ibérique. Rome, en tant que puissance montante en Méditerranée, va vouloir chasser les Carthaginois de la péninsule ibérique. Pour déclencher cette guerre, Hannibal commença par assiéger et attaquer Sagonte, une ville située en Espagne, alliée de Rome. Par la suite, Hannibal se replia à Carthagène, où il reconstitua et consolida son armée. De là, il traversa les Pyrénées et les Alpes et porta la guerre en Italie. En Italie, Hannibal remporta de grandes victoires pendant plusieurs années. Il envisagea même d'assiéger Rome. Mais les Romains contre-attaquèrent et lui firent subir de grosses pertes. En Espagne, la situation bascula également en faveur des Romains. En 206 avant Jésus-Christ, le général romain Scipion chassa d'Espagne le général carthaginois Hasdrubal et son armée. Et c'est précisément à cette époque-là que l'histoire commence à nous renseigner sur les royaumes berbères antiques de l'Afrique du Nord. Mais ce qui est certain, c'est que ces royaumes berbères étaient déjà bien établis à une époque très très lointaine, bien avant l'apparition de Carthage. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, au IVe siècle, on reconnaît déjà l'existence de 3 royaumes berbères. Il y a les Maures, dit les Mauroussi, il y a les Massaïciles et les Massilies. Donc déjà, ces royaumes berbères occupaient un territoire très vaste de l'Afrique du Nord. Donc ces 3 royaumes berbères, leur territoire s'étalait des rivages de l'Atlantique, donc le Maroc, à l'ouest, jusqu'aux frontières de l'État carthaginois à l'est. Le premier royaume, celui des Maures, occupait approximativement le territoire du Maroc actuel jusqu'à la Moulouia à l'est. Le second royaume comprenait un territoire qui s'étalait approximativement sur l'est algérien et une partie de l'ouest tunisien. Il portait le nom de la tribu prédominante, les Massiles. Le royaume Massile était coincé à l'est par Carthage, qui agrandissait ses colonies au détriment des Massiles. À l'ouest
son puissant rival Syphax ne cessait de le harceler, de grignoter de ses territoires et de finir plus tard par s'en emparer. Le royaume des Massiles était dirigé par le roi Gaïa, dont on sait peu de choses. Gaïa existait en tant que roi au début de la deuxième guerre punique, à savoir vers 220 avant Jésus-Christ. Le seul texte de d'Ouga où il est question donc de Massinissa, de son père donc Gaïa, et où porte le titre de roi. Après, disons, un passage d'inimitié ou de rivalité avec Carthage, Gaïa va se mettre à l'alliance avec Carthage. Pourquoi? Parce que Syphax, excusez le terme, l'embête quelque part, et donc il avait besoin, si vous voulez, d'avoir les coups des franges à l'est pour pouvoir éventuellement faire face à l'expansionnisme de Syphax. Et donc, à partir de 213-212 avant Jésus-Christ, voilà Gaïa qui devient l'allié de Carthage, et Carthage cherche à l'attirer dans la mesure où Carthage est en guerre avec Rome, en Espagne. Elle avait besoin de renforts, et donc les armées ou des troupes de Gaïa vont servir d'appoint à Carthage, en Espagne, pour faire la guerre, pour guerroyer avec les Romains. Et c'est dans ce cadre que le fils de Gaïa sera à la tête de ce corps expéditionnaire. On peut bien parler d'un corps expéditionnaire massile-numide en Espagne, faisant la guerre aux Romains. Le royaume massaécile s'étendait de la Moulouya jusqu'aux alentours de Cirta. C'était un vaste royaume très peuplé et très riche. Il était dirigé par un grand roi, Syphax. Tite-Live nous dit qu'il a été le roi le plus puissant de l'Afrique du Nord. Le royaume massécile était le plus puissant royaume de l'Afrique du Nord. Cela veut dire que, et par son étendue, et par la fertilité de ses terres, et par l'étendue de sa côte, donc le nombre de ses ports, on pouvait considérer que le royaume des Masséciles était le royaume le plus important à cette époque-là. Un royaume important qui avait pour capitale Siga, située à l'ouest de la Massaécilie, sur les bords de la Tafna. Sa première capitale fut Siga, et par la suite, on verra qu'avec les différents affrontements avec le royaume des Massiles, il a pu acquérir la ville de Cirta, donc Constantine, qui est devenue par la suite la deuxième capitale du royaume des Massaïcides. Siga occupait une position stratégique par rapport à la mer et à l'Espagne. Elle était située sur une colline, non loin de l'embouchure de la Tafna. Un avantage important s'offrait à la ville de Siga pour la navigation antique. C'est sa proximité avec l'Espagne. Cette proximité facilita les échanges commerciaux entre les deux pays. Les produits exportés vers le sud de l'Espagne étaient le blé, le vin et l'huile d'olive pour l'essentiel. En Massaécilie,
L'élevage n'était pas en reste. Bovins et ovins représentaient une importante activité dans l'existence des Massaïciles. C'était une activité qui permettait de satisfaire certains besoins nécessaires à la vie quotidienne des populations. Nous pouvons ainsi relever que l'économie des Massaïciles était à vocation agricole et d'élevage. Les échanges commerciaux qui existaient à l'intérieur du royaume, le négoce entretenu avec le monde extérieur, particulièrement le sud de l'Espagne, n'étaient concevables que par l'usage d'une monnaie illustrant l'ampleur du règne de Syphax. Une économie qui a une monnaie est une économie assez avancée parce que c'est grâce à l'argent que les échanges peuvent se faire. Or, le royaume de Syphax, dont on connaît un certain nombre de villes côtières, avait une activité commerciale extérieure assez importante avec le sud de l'Espagne. On se pose même parfois la question si de la marchandise fabriquée en Macédoine était exportée toute prête et vendue en l'état dans les différentes villes ou dans le sud de l'Espagne. L'existence de cette monnaie nous montre que le royaume des Massaïciles a connu une évolution dans son organisation sociale, économique et militaire. Elle montre également l'ouverture de ce royaume au commerce méditerranéen, grâce à ses nombreuses villes côtières dans lesquelles Carthaginois, Ibères ou Romains venaient échanger leurs produits. Et nous savons qu'il y avait deux séries de monnaies. Une première série où on montre un roi avec une lance et une baguette, assis, accru sur son cheval, et qui a les cheveux à ras avec une barbe pointue. Puis, nous avons affaire à une deuxième série de monnaies où on voit ce roi avec une barbe ronde, avec un diadème qui ceint son front, sa tête. Tout cela montre l'importance et la grandeur de Syphax, qui joua un rôle déterminant durant la Seconde Guerre punique et influa sur le destin de Carthage. Syphax représentait une force économique et surtout militaire dans ce bassin occidental de la Méditerranée. C'est pour cela qu'il fut sollicité dans le conflit qui opposait Rome à Carthage durant cette Seconde Guerre punique. À l'époque de la guerre punique, la deuxième guerre punique, on pense qu'il est déjà assez vieux. Et si nous savons que la première guerre punique se termine en moins de 241, on peut supposer facilement qu'il était présent lors de cette guerre punique, mais que le royaume, son royaume, n'était pas impliqué dans cette guerre, encore que on peut supposer que des contingents macéciles aient participé à des batailles dans le sud de l'Italie pour le compte des Carthaginois. La deuxième guerre punique eut pour théâtre à la fois l'Italie et l'Espagne et connut son dénouement en Afrique avec la bataille de Zama. Qui de Rome ou de Carthage sera vainqueur? C'est à partir de 206 avant Jésus-Christ que commença à se dessiner l'issue du conflit. Carthage a perdu toutes ses possessions, que ce soit d'ailleurs en Sicile ou en Espagne. Donc Carthage, il lui reste son territoire africain. Rome est en train de prendre de l'élan, donc d'aller
vers l'avant. Scipion, qui voulut maintenir son élan et consolider ses succès militaires, décida de porter la guerre en Afrique. Après avoir commandé l'armée romaine en Espagne, donc vers 212-211 avant Jésus-Christ, Scipion commençait à songer à déplacer la guerre vers l'Afrique du Nord. Donc c'est à partir de là qu'il a commencé à mettre en place une stratégie. En fait, il essayait de s'allier à ces rois berbères afin de pouvoir contrer Carthage. Si Hannibal était en mesure de mener la guerre en Italie, pourquoi Scipion ne la ferait-il pas en Afrique? Pour cela, il lui fallut des alliés sur le terrain. Il décida donc de rencontrer Syphax. Syphax, lui, est en train de regarder les choses, donc de suivre le développement, et il s'adapte à cette nouvelle situation où il y a pratiquement un renversement de la situation diplomatique mondiale. Et c'est ainsi que Scipion prit le risque, malgré les dangers, de quitter l'Espagne et d'accoster sur les rives sud de la Méditerranée à Siga, capitale de Syphax. Le hasard voulut qu'Hasdrubal, le général carthaginois, arriva presque au même moment que Scipion. Nous sommes en 206 avant Jésus-Christ. On sait que les Romains qui veulent en découdre une fois pour toutes avec les Carthaginois feront tout. On sait que les Carthaginois feront tout aussi, mais les uns et les autres ont besoin d'alliances sur le terrain. Or, évidemment, Tite-Live ou Polybe, que disent-ils? Ils disent que c'est Scipion qui cherche à rencontrer Syphax, Hasdrubal qui cherche à rencontrer Syphax, de retour d'Italie, Syphax, qui veut devenir un partenaire. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas lui qui aurait été à la tête de l'initiative de provoquer une sorte de conférence à Troie? Ceci est tout à fait plausible puisqu'il a exigé que ce soit Scipion qui vienne et non pas, comme Scipion le voulait, envoyer des officiers subalternes. Hasdrubal a besoin de Syphax. Selon Tite-Live, Syphax trouva fort beau, et cela l'était vraiment, de voir les généraux des deux peuples les plus puissants de l'époque venir, le même jour, lui demander sa bienveillance et son amitié. Syphax leur offrit l'hospitalité selon les règles et les coutumes du peuple berbère. Et puisque le hasard a voulu réunir les deux généraux sous le même toit, Syphax tenta de les amener à un entretien en vue de mettre fin à leur conflit. Syphax veut lancer une sorte de conférence à Troie avec comme idée fondamentale: on se met d'accord, vous les Romains, vous restez chez vous, les Carthaginois sont chez eux puisque les Carthaginois c'est fini avec l'Espagne, et moi je suis un agent de paix, si vous voulez, et donc je milite avec les uns et les autres. La conférence tripartite qui se tient à Siga en moins 206 montre combien la ville où le soutien de Syphax était important pour les deux parties au conflit. Scipion refusa cette conférence de paix à Troie, n'étant pas mandaté par le Sénat pour discuter des affaires de l'État. Par contre, Scipion ne trouva aucune objection à se mettre à la même table qu'Hasdrubal.
Un dîner offert par le roi réunit Scipion et Hasdrubal, qui prirent place sur le même lit. Le succès diplomatique de Syphax fut immense. Les deux grandes puissances en Méditerranée étaient à Siga. Scipion quitta Siga sans avoir eu un accord définitif, mais obtint une certaine promesse de la part de Syphax, disant qu'il pouvait compter sur lui. Après cette rencontre, Hasdrubal sort très méfiant. Il va voir les Carthaginois et leur fait un discours. C'est un discours qui est repris par l'auteur ancien, Tite-Live, et dans lequel il dit « Carthaginois devaient moins rechercher comment ils avaient perdu l'Espagne, mais plutôt se demander comment garder l'Afrique. » De retour en Espagne, Scipion chercha à rencontrer Massinissa, qui s'y trouvait déjà depuis quelques années à la tête d'une armée numide. Scipion connaissait la réputation de la cavalerie numide, et les exploits de Massinissa étaient parvenus jusqu'à lui. Il fallait pour Scipion un allié africain qui connaisse très bien le terrain, qui puisse approvisionner les troupes romaines et qui puisse être d'une aide essentielle pour l'issue de la bataille. Et c'est dans cette perspective que Scipion essaye ou prend contact avec Massinissa, qui se trouvait à l'époque, justement, en Espagne, et qui combattait pour le compte des Carthaginois. Scipion le fait approcher et lui promet de l'aider pour le royaume des Massiles, sachant que Massinissa, étant ambitieux, voulait monter sur le trône de ses aïeux. Et c'est comme cela qu'il scelle un pacte d'alliance secret avec, avec le roi Massile, ou le futur roi Massile. Et c'est comme cela, si l'on veut, que Scipion s'assure d'un apport militaire certain, car la cavalerie massile était connue et elle avait remporté des victoires en Espagne. Le traité d'alliance conclu entre Massinissa et Scipion suscita de l'inquiétude chez Hasdrubal et le Sénat carthaginois, qui décidèrent de réagir. Cette inquiétude fut fondée, d'autant que Massinissa décida de rentrer en Massilie, afin de faire valoir ses droits au trône suite à la mort de son père Gaïa vers 206 avant Jésus-Christ. Hasdrubal s'inquiète et il finit par comprendre que Syphax joue un très grand rôle avec Scipion, et il préfère à ce moment-là de gagner sa confiance en lui proposant en épouse sa fille Sophonies. Pour sceller cette alliance de Syphax avec Carthage, elle a été mariée à Syphax. Syphax ne devait pas être dans son premier âge, mais elle, semble-t-il, n'avait pas atteint encore les 20 ans. Elle devait être beaucoup plus jeune, mais ça n'étonne pas. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pouvait marier les filles à 13 ans, donc il n'y a pas de raison pour que la sophonisme n'ait pas donc subi la même situation.
Sophonisbe, fille du général en chef Hasdrubal, avait bien des qualités. Elle était musicienne et jouissait d'une grande instruction. À l'origine, selon Appien, Sophonisbe aurait été promise à Massinissa, car les deux familles étaient très proches l'une de l'autre. Charles Saumagne dit « Si les Carthaginois n'avaient pas commis une lourde erreur de diplomatie matrimoniale, Massinissa aurait soutenu Carthage contre les Romains, et l'appui de son bras et de son génie aurait peut-être fait dévier le cours de l'histoire. » Le débarquement des Romains en Afrique fut un tournant décisif pour les événements qui suivirent, et notamment pour l'issue de la Deuxième Guerre punique. Il eut lieu vers la fin de l'été 204 avant Jésus-Christ. En arrivant sur les côtes africaines, non loin d'Utique, Scipion ne trouva personne pour l'attendre. Quelque temps après, il fut rejoint par Massinissa et sa cavalerie. Et de nouveau, Syphax, espérant toujours jouer ce rôle j'allais dire, de champion de la paix, en Afrique donc, au Maghreb ou en Afrique du Nord, comme l'on veut, propose de discuter avec les uns et les autres en leur proposant le plan suivant: faisons la paix, vous, Romains, rentrez chez vous, Carthaginois, restez chez vous, et nous, vous nous restez chez nous. Donc, voilà la politique de Syphax au lendemain du débarquement de Scipion. C'est encore courir derrière ce projet de vouloir s'imposer en tant que acteur actif de la diplomatie dans cette partie du monde, et non point un simple appui ou un simple supplétif pour les uns ou pour les autres. Évidemment, Scipion écoute, mais Scipion est quelqu'un qui a un compte à régler avec les Carthaginois. Les camps d'Hasdrubal et de Syphax n'étaient pas loin de celui de Scipion. On dit qu'ils avaient été construits presque entièrement en bois. Pendant que se déroulaient les négociations, les Romains préparaient un coup qui allait coûter cher à Syphax et ses alliés les Carthaginois. Les espions de Scipion relevaient les plans des deux camps et la manière dont ils étaient gardés. Ces renseignements donnèrent l'espoir à Scipion d'incendier les camps ennemis à la première occasion. Au moment venu, l'armée romaine envahit les camps de Syphax et d'Hasdrubal, presque en même temps pour y mettre le feu. Les hommes de Syphax, croyant le feu fortuit, se dispersèrent sans armes pour l'éteindre. Alors, ils tombèrent sur leurs adversaires armés. Dans le camp d'Hasdrubal, les Carthaginois crurent aussi que le feu était un fait du hasard. À leur tour, ils tombèrent sous les coups des Romains. Selon Tite-Live, près de 40 000 hommes furent massacrés ou dévorés par les flammes. Une grande partie de l'armée de Syphax et de Carthage est anéantie. Syphax, dans un premier temps, essaye de retourner chez lui à Siga. Mais les Carthaginois l'en dissuadent en lui disant qu'ils ont reçu
des renforts ibères et macédoniens qui vont permettre de renforcer cette armée. D'un autre côté, Syphax savait que c'était à la suite d'un incendie, non d'un combat loyal, qu'il avait subi un tel désastre. Seul était vaincu à la guerre celui qui était battu par les armes, disait-il. C'est pourquoi il décida de reprendre la guerre. Et c'est comme cela que, de nouveau, Syphax revient et s'engage dans cette fameuse bataille de Zama, qui a lieu un 19 octobre 202, moins 202 avant l'ère chrétienne, où, malgré la présence d'Hannibal, et malgré la présence donc de 800 éléphants, il est défait, et évidemment, il est fait prisonnier et emmené à Rome, où il va mourir traité comme un roi, parce que il avait été tout de même un grand négociateur et il était à la tête d'un puissant royaume. Suite à la défaite de Syphax, Massinissa récupéra le royaume de son père Gaïa et le reste de la Numidie. Il rentra dans sa capitale, Cirta. Là, il trouva Sophonispe, que les Romains réclamaient en tant que prisonnière de guerre. Pour lui épargner le supplice et l'humiliation que lui réservait Scipion, Massinissa lui offrit une coupe de poison. Les auteurs anciens ont beaucoup parlé de Sophonispe, puisqu'elle représente vraiment cet exemple de femme qui a joué un très grand rôle dans l'histoire de l'Afrique du Nord, une femme qui a pu prendre des décisions, qui a fait faire prendre des décisions politiques très importantes également pour le destin de Carthage et de l'Afrique du Nord. Elle rentre dans la lignée des femmes importantes de l'Afrique du Nord, avec Didon, la Karina. Syphax mourut en Italie en 202 avant Jésus-Christ. Syphax est un grand personnage qui a joué un très grand rôle dans l'histoire de l'Afrique du Nord durant le troisième, on va dire le IIIe siècle. C'est un personnage qui a certainement laissé beaucoup de vestiges, qu'ils soient des vestiges écrits ou des vestiges archéologiques, qu'il faut savoir chercher afin de pouvoir donner la place qu'il faut à un personnage éminent et incontournable. On peut classer Syphax dans la lignée des grands Agélides. Bien sûr, nous ne le savons pas. Nous savons très peu de choses sur sa vie et nous savons très peu de choses sur ce qu'il a fait, mais il est évident qu'il a organisé un État, qu'il a travaillé pour que son royaume soit un royaume indépendant. Aussi, on peut dire que par son sacrifice, Syphax a montré la voie, par la suite, à la résistance à Rome et
on peut le situer parmi les dignes fils de l'Afrique. Le mausolée de Takembrit se dresse sur une colline au-dessus de la Tafna. Il fut érigé pour certainement abriter Syphax après sa mort. De là, il aurait veillé sur cette Méditerranée qui lui était chère. Mais le sort en décida autrement. Le mausolée restera vide, mais pas seulement. Il finira par être détruit par les effets de l'érosion et du vandalisme. Malgré cela, il nous rappelle la grandeur du roi Massaésil, qui œuvra pour la paix en Méditerranée et pour l'indépendance de l'Afrique. Syphax restera à jamais dans la mémoire de tous les Berbères.